Bienvenue à toi dans mon podcast. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. Ici on parle de développement personnel avec des invités inspirants qui ont des histoires à raconter et de la sagesse à partager en masse. Si tu cherches des idées, des outils ou de l'inspiration pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même, alors t'es au bon endroit. Je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue les amis, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Amal Tahir, coach, sexologue et experte en relations amoureuses. Je vous invite vraiment à aller écouter son podcast qui est juste incroyable. Elle a écrit de nombreux livres, dont le dernier qui s'intitule « Aimer sainement » et dont on va parler pendant cet épisode. Je suis très honorée d'avoir Amal sur notre plateau et j'espère vraiment que l'épisode va vous plaire. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou une note sur Apple Podcast et Spotify. Ça nous aide énormément. En attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Ok, alors Amal, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un vrai plaisir de t'avoir. Et du coup, j'aimerais qu'on commence le podcast par le commencement. Donc, quand on te voit sur les réseaux sociaux, tu dégages énormément d'assurance, de confiance en toi. T'es vraiment à l'aise avec toi-même et tu inspires les autres à être à l'aise avec eux-mêmes. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que cette confiance en toi, cette assurance envers toi-même, elle s'est développée avec le temps ? Alors totalement, ça se développe avec le temps. Je pense que personne peut naître avec une confiance en soi innée. Je pense que tout le monde a un parcours par rapport à ça parce que dans tous les cas, la société, elle nous fait pas naître dans un milieu où on est hyper confiant, etc. On a beaucoup de comparaisons, on n'est pas tous représentés dans les médias, dans les films, etc. Donc moi, personnellement, la confiance en soi, ça a vraiment été un parcours. Donc je suis vraiment passée par pas mal d'étapes pour développer justement cette confiance en moi. Et je pense que la clé pour moi, c'était vraiment de ne pas être dans une dualité, de me dire soit j'ai confiance en moi, soit j'ai pas confiance en moi, je dois choisir. C'était vraiment, tu sais, de vivre d'entre deux en me disant, là, j'ai confiance en moi, là peut-être pas trop, et c'est pas grave. Je voulais pas me mettre dans une case j'ai ou j'ai pas. J'étais vraiment dans mon parcours, j'ai le droit d'être les deux, en fait, et je dois pas me mettre dans une case. Comme ça te permet de, au contraire, te développer beaucoup plus facilement. Exactement. Et finalement, c'est vrai ce que tu dis, qu'on a tendance à se dire, à avoir cette idée, cet idéal de la confiance en soi en se disant qu'un jour on aura confiance en nous-mêmes et on n'aura plus jamais de doute envers nous-mêmes, etc. Alors que c'est faux. Totalement. Et c'est un peu, je pense, c'est ce qui permet à l'humain de pas trop se développer parfois, c'est de se dire que j'ai un choix A ou B, en fait, et du coup de pas comprendre qu'en tant qu'humain on peut naviguer entre les deux, en fait, et de sauter, revenir, changer d'option, etc. Et du coup ce blocage là de se dire A ou B fait que les gens arrêtent d'évoluer, en fait. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi, c'est très très vrai. Dans ton nouveau livre, Aimer sainement, et je veux vraiment qu'on parle de ton livre parce que c'est incroyable ce que tu as écrit, je l'ai lu, j'ai réussi à le lire en quelques jours, trop bien. Je suis trop contente, vraiment c'est incroyable, j'ai beaucoup aimé ton livre, vraiment il est plein il y a beaucoup d'outils concrets, de prise de conscience qu'on a dans ton livre qui sont absolument essentiels pour tous ceux et celles qui nous écoutent. Je vous invite à acheter son livre, mais je crois qu'il est en rupture. Il est en rupture. Et en plus il est numéro 1 des ventes sur Amazon. Félicitations, vraiment. Merci. Je tiens à reconnaître, c'est un travail merveilleux que tu as fait. Merci. Dans ton livre, tu parles des papillons dans le ventre et c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée et dont je voulais te parler. Notamment, il y a un passage où tu dis finalement quel est vraiment ce truc et si c'était la base du fantasme amoureux, qu'est-ce que cela signifie ? Par exemple, si une femme revient vers son ex alors qu'il est toxique, c'est avant tout parce que son expérience de la douleur n'est pas aussi puissante que le fantasme qu'elle a de la relation. Totalement. Même si elle souffre, cette relation vient d'une certaine manière répondre à son fantasme et à sa propre idéalisation du couple. Et alors ce passage, il m'a... Waouh, c'est tellement, tellement vrai. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Parce que justement, tu sais, j'avais fait... il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur les papillons dans le ventre et je m'étais pris beaucoup de haine parce que les gens, en fait, ils ont cette idée... Ouais. Exactement. Tu réveilles des choses douloureuses. Exactement. J'ai trouvé ça incroyable. Parler des papillons dans le ventre, c'est assez compliqué en tant que love coach parce que
les gens, c'est vraiment quelque chose à laquelle ils tiennent beaucoup, ce que je peux comprendre, mais c'est aussi notre rôle de venir bousculer. Et voilà, sur 100 personnes qui vont voir la vidéo, imaginons, tu prends 100 personnes, il y a 80 que ça va faire mal, mais ça va rester dans leur inconscient, ils vont pouvoir travailler ça plus tard. Et il y a 20 personnes au moins qui vont se dire, waouh, ok, en fait, je comprends. Donc ça vaut le coup parfois de bousculer les codes et d'embêter un peu, de titiller un peu les autres. Moi, cette réflexion par rapport aux papillons dans le ventre, honnêtement, ça vient de base par rapport à mes études dans le médical. Donc j'ai fait de base des études dans le médical où on étudiait, j'ai fait des stages en psychiatrie où on allait étudier l'anxiété, le trouble anxieux, tout ça. Et en fait, bizarrement, en fait, pendant mes études de sage-femme, j'ai eu un énorme parcours très difficile pendant mes études de sage-femme qui a fait que j'ai souffert de crises d'angoisse. Enfin, c'était très difficile au niveau de la santé mentale. Et une fois que j'ai essayé en fait, il y a un jour où j'ai fait une crise d'angoisse, c'était genre vraiment la 100e, et je me suis dit, au lieu de me fermer, genre je vais voir ce qui se passe dans mon corps. Donc ça a commencé comme ça. Et j'avais vraiment vu que j'avais très mal au ventre et limite mon ventre s'ouvrait et se fermait, etc. Et du coup, je me suis dit, je me suis grave intéressée au fait que les intestins, c'est notre deuxième cerveau, enfin tout ce concept du ventre, surtout chez la femme et le cycle féminin, etc. Et du coup, je me suis beaucoup intéressée à cet aspect de ce qui se passe dans mon ventre. Voilà, avec que ça soit la méditation. J'ai commencé à pratiquer une méditation beaucoup plus, où je bouge beaucoup plus, pas une méditation que statique. Et pour voir un peu ce qui se passe quand je débloque mes hanches, quand je débloque mon ventre. Et je me suis vraiment rendu compte que le ventre nous envoie beaucoup de messages, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à me poser la question par rapport à ces papillons dans le ventre. Donc, j'étais chercher un petit peu des études scientifiques, le background, où on veut un peu palper les choses. Où, clairement, il y a beaucoup de scientifiques qui disaient que c'était de l'anxiété. En fait, c'était un stress face au date et à la personne. Et du coup, je me suis rendu compte que les papillons dans le ventre, c'est vraiment quelque chose qui rassure les gens qui sont pas sûrs d'eux ou de la relation ou du date, parce que comme ils peuvent pas faire confiance à leur vérité, ils vont faire confiance aux sensations. C'est-à-dire que, par exemple, je donne souvent cet exemple-là, il y a des personnes, quand ils font du sport, s'ils n'ont pas de courbature, ils sont pas contents. Ils se disent, j'ai pas assez souffert, etc. Et du coup, c'est un peu comme ça, les papillons dans le ventre, c'est que les gens vont avoir besoin d'avoir une sensation très forte pour se dire, c'est bon, je suis dans le droit chemin, c'est la bonne personne. Et du coup, en fait, je pense que ça vient en effet, un manque de confiance en soi, dans l'autre et ou dans la relation, qui fait qu'en fait, les personnes ont besoin de ça. Et par rapport au fantasme, du coup, ça en découle très souvent, c'est que il y a deux raisons principales pour lesquelles les gens reviennent vers leur ex. C'est pas que ça les amuse ou que voilà, il faut pas essayer de les faire culpabiliser. C'est vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de copines, mais non, retourne pas vers lui, mais c'est très compliqué dans la vraie vie. C'est souvent, comme je le dis, comme tu l'as dit aussi, au niveau du fantasme. C'est-à-dire qu'on va vraiment se dire, en fait, l'idéologie, donc vraiment l'imaginaire de cette relation, donc rien qui n'a existé dans la vraie vie, est tellement incroyable, c'est tellement ce que je veux, que je vais m'y accrocher. Ou bien parfois, on a tellement rien vécu avec l'ex toxique, parce que les ex toxiques, ils offrent rien de concret finalement. C'est beaucoup de sensations, mais rien de concret. Et du coup, en fait, c'est les souvenirs qui n'existent pas, tu vois. Exactement. Donc on va vraiment s'attacher à cette sensation de se dire, j'ai rien vécu, et il faut que je crée des souvenirs, tu vois. Exact. Et du coup, il y a vraiment ce truc il y a rien de concret. C'est pour ça que je dis la première clé pour une relation saine, c'est d'avoir le courage de prendre du recul et de se dire, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe. Pour ça, j'invite vraiment les gens à vraiment prendre une feuille, tu vois, et écrire vraiment tout ce qu'ils attendent en relation. Moi, par exemple, j'attends quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui pousse sa partenaire vers le haut. Je veux parler pour moi, en tout cas, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a comme moi la passion du travail, la passion de la lecture, de vraiment les trucs un peu l'art, les films, enfin les bons films, les belles choses, les bons restos. Par exemple, voilà, c'est des choses que moi j'attends de quelqu'un. Et parfois, il y a des gens qui vont me dire, oh mais c'est ridicule, c'est pas ça qui fait l'amour, alors que totalement c'est mes besoins. Ça veut dire que si je dois dealer sur tout ça et que j'ai un mec qui déteste l'art, qui déteste les expos, qui déteste les livres, je vais faire une croix sur une partie de ma vie, parce que tu passes beaucoup de temps avec ton partenaire. Et du coup, c'est vrai que je demande tout le temps aux gens qui viennent me voir ou à la communauté, peu importe, de prendre une liste, de mettre tout ce qu'ils recherchent chez quelqu'un, mais vraiment même des trucs qui nous paraissent bêtes, parce que la société nous oblige à dire que c'est bête, de se dire voilà, moi je veux quelqu'un qui me fasse rire, quelqu'un de comme ça, etc. Et de surligner avec une autre couleur ce que ton ex t'a apporté vraiment. Et du coup, tu vois, c'est vraiment impactant, parce que tu te dis,
Ok, donc le mec m'a rien apporté, tu vois. Concrètement, tu vois sur le papier qu'il y avait rien, en fait. Il y avait rien, ouais. Exactement. C'était un fantasme, comme tu dis. Totalement. Et j'ai trouvé ça super intéressant, ce que tu dis dans ton livre par rapport au fait que on grandit très influencé par ce qu'on voit, par ce qu'on consomme dans les films, dans les Disney, dans toutes sortes de contenus visuels qu'on consomme et qui nous donnent une image, une idée idéale du couple. Totalement. Et je pense que du coup, ce que tu dis, c'est que ça alimente indirectement ce fantasme. Ah oui, totalement. Les films, tout ça, c'est un grand rôle qui est dans notre vie. Il faut savoir que quand j'ai décidé de me réorienter dans les relations amoureuses, j'ai arrêté de regarder la télé. Enfin, j'ai vraiment un peu déconnecté de tout ça. Vraiment par besoin de me dire, mais c'est quoi l'amour ? Vraiment, j'ai commencé par là, mon cheminement de coach, en me disant, c'est quoi l'amour ? C'est quoi les relations ? Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que, par exemple, même quand tu parlais des Disney, La Belle au bois dormant, c'est le prince qui vient la réveiller avec un baiser. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout ça, c'est absorbé, tu vois. C'est vraiment, même les films, quand on repense à des séries iconiques dans les années 2000, on va penser à Gossip Girl, on va penser à tout ce genre de séries qui ont vraiment fait le buzz, Skins, tu vois, tout ça. Où en fait c'était vraiment que des relations toxiques, c'est-à-dire que il y avait cette folie, ce truc un peu passionnel, il y avait vraiment ce besoin d'avoir vraiment la petite fille qui a besoin que l'homme vienne la sauver de son truc, et puis il y a tout ce truc passion, on se demande rien du tout, on n'a jamais regardé dans un film un date normal, c'est toujours vrai. C'est toujours un truc, le mec part énervé, la meuf part énervée, on voit jamais vraiment cette connexion qui se crée, on voit tout de suite. Même quand tu penses à un film qui a vraiment été très connu, c'est Twilight, tu vois, les vampires, etc. Ouais. C'est vraiment très intense comment les gens se voient, ils s'aiment. Et du coup, en fait, ça continue à perpétuer cette idée de quand tu trouves le bon, tu le sais. Et les gens, ils sont en mode, qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que je dois ressentir. Et en fait, je pense que les gens eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils doivent ressentir, parce qu'il n'y a rien à ressentir à part découvrir et explorer l'autre. Exactement. Et je trouve ça super intéressant parce que, tu vois, on se rend compte que dans les films qui illustrent ce type de relation, on a beaucoup d'inconstance, d'instabilité, tu vois. Il y a énormément d'instabilité, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est un peu l'image qu'on nous donne de l'amour, c'est plus c'est instable, plus tu sais pas où tu vas, et bah plus c'est good, tu vois. Plus c'est excitant, et tu sais, ouais, c'est ça, c'est les montagnes russes. C'est vraiment ne pas savoir, alors que justement dans un couple sain, on doit savoir où on va, et on doit poser ses limites, et on doit absolument toujours ramener tout à la réalité. C'est-à-dire que non, c'est pas normal qu'au deuxième date un mec te parle de mariage et d'enfants. Non, c'est pas normal, tu vois. On peut pas au bout de deuxième date dire à quelqu'un j'ai envie de me marier avec toi. C'est beaucoup trop excessif. Et ça, j'en parle dans le livre. C'est le future faking, tu vois. C'est vraiment ce syndrome un peu de tu sais, le cerveau quand tu lui vends vraiment le après, il se projette encore plus. Exactement. Tu vois. Je pense que tu le sais en tant que coach, mais il y a vraiment ce truc de ok, tu me parles de mariage, d'enfants, déménagement, même de vacances, tu vois, on va partir du plus simple. Et ben le cerveau, il se voit, et du coup, en plus de t'accrocher aux souvenirs qui n'existent pas, tu t'accroches au futur qui n'a pas qui n'existe pas. Exactement. Totalement. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est vraiment. Je pense que la personne peut vraiment avoir elle peut vraiment s'immiscer dans ta vie très rapidement si elle fait beaucoup de projets pour le futur, parce que ça veut dire que tu lui donnes l'accès. Et c'est pour ça que les mots sont importants, et que aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment perdu cette importance des mots et qu'est-ce qu'on dit et pourquoi on le dit. De se dire non, moi vraiment quand je vais en date et qu'un mec me fait le coup de mais je nous vois grave en vacances l'année prochaine, 2 minutes, on va d'abord voir, on va d'abord apprendre à se connaître. Et c'est pas être défaitiste, c'est pas être négative, c'est vraiment la réalité. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'on se voit que t'es un inconnu. Et ça, c'est pas une insulte ou un gros mot, mais quand tu sors avec quand tu dates quelqu'un 2-3 fois, c'est un inconnu, tu vois. Et ça, c'est le conseil que je donne tout le temps à mes coachés, c'est quand tu vas en date et que le mec devant toi te dit voilà, j'ai une relation difficile avec mon ex, je l'ai trompé, il y a des filles qui vont surréagir. Quoi, mais qu'est-ce que tu vas me faire à moi, nanani? Tu ne peux pas te projeter avec cette personne, c'est un inconnu. Donc ce qu'il te raconte là, c'est sa vie avant toi, et tu ne fais pas encore partie de ça. Et du coup, tu sais, les surréactions, par exemple, juger le nombre de partenaires en disant quoi, t'as eu autant de meufs, mais qu'est-ce que tu vas me faire, ou des trucs comme ça. Je comprends le besoin de être rassuré, qu'ils disent mais non, toi je te ferai pas ça. Mais même s'il te le dit au deuxième date, il ment. Aucune personne ne peut tenir une promesse aussi rapidement faite. Et dans tous les cas,
ta promesse, sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et ça, c'est tout le monde, hein. Même moi, je peux te promettre un truc aujourd'hui, mais imagine, je te promets, je sais pas, ah bah tiens, on sera voisine l'année prochaine. Et demain, il y a une fille qui me propose un super appart, mais je suis pas ta voisine. Ouais. C'est normal, c'est humain que je te dirais, oh bah écoute, finalement, j'ai trouvé un meilleur truc. C'est pas pour ça que je suis une menteuse, c'est que la promesse que je t'ai faite et mon opportunité de pouvoir. C'est normal d'être un peu égoïste dans la vie. Du coup, c'est ça que je dis. Les relations, construisez-les au lieu de les écouter. Parce qu'il y a des gens littéralement qui passent leur temps à écouter la relation se construire, tu vois. Même pas la voir, vraiment l'écouter. Le mec il parle, tu vois. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que ça c'est la source de tellement de souffrance. Mais surtout peut-être, je dirais, bon après ça c'est mon observation, j'ai peut-être tort, mais j'ai l'impression que c'est surtout le cas pour les femmes qui entendent beaucoup de choses. Ouais. Oui, mais il m'a dit ça, il m'a dit ci. Et d'ailleurs, je trouve que, je sais pas si t'es d'accord, mais je trouve que quand t'es dans les premiers dates avec quelqu'un et que la personne te fait des promesses, des projections très vite, c'est un peu un red flag quand même. Ouais, je suis d'accord. C'est un petit peu. Et je pense pas rassurant. Que nous, entre femmes, on doit aussi changer notre manière de répondre à nos copines parce que quand ta copine, et moi mes copines le savent, si elles nous écoutent, elles vont le confirmer, mais quand elles voient un mec une ou deux fois, et même que c'est un plan cul, on va dire c'est un plan cul, ok super. Et le mec c'est un plan cul et après et je vois ma pote le lendemain qui me dit ouais c'est un plan cul, ok c'est la nature de la relation, mais bon je pense qu'il m'aime bien, il est resté dormir. Tu ne peux pas définir l'intérêt de quelqu'un par des gestes. Ouais. C'est vraiment pas par des petits gestes comme ça. Et du coup les copines, parce que je pense que ça part d'une intention totalement bienveillante, elles vont dire ah bah oui tu connais les mecs quand ils veulent juste profiter etc, ils rentrent dormir chez eux. Tu ne peux pas savoir tous les hommes comment agissent, c'est-à-dire que peut-être que lui, il est mature. Et oui, quand t'es un plan cul avec quelqu'un, tu peux dîner avec cette personne, tu peux dormir avec cette personne. Et c'est pour moi, c'est la seule manière d'avoir un plan cul sain d'ailleurs. Ah, ça serait intéressant. Tu ne peux pas réduire quelqu'un à sa fonction sexuelle, c'est hyper néfaste. Mais tu peux dîner avec ton plan cul, tu peux regarder un film avec ton plan cul. Si tu tombes amoureuse, enfin, si on tombe amoureux ou tombe amoureuse d'un film et un dîner, c'est que t'as quand même une dysfonction émotionnelle, tu vois, parce que on tombe amoureuse du temps, de la constance, tu vois. Tout à fait. Et ça, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que j'avais vu un de tes posts sur le plan cul, et j'ai trouvé ça trop intéressant, la façon dont t'abordais les choses, dans le sens où tu disais, je me rappelle dans le post, t'avais écrit que on peut pas juste avoir un rapport sexuel avec quelqu'un sans rien partager d'autre, que c'était néfaste. Et c'est vrai Bien que sûr. Je trouve que c'est totalement néfaste pour sa confiance en soi, son estime, le partage de l'humain, le fait de passer du temps. Et je pense que la société a vraiment divisé sérieux et pas sérieux. Et du coup, en fait, il y a plein de codes qui se sont créés, on ne sait pas d'où. Je pense que il y a eu des films connus sur les sex with benefits, friends with benefits. Il y a plein de films sur les sex friends qui représentent toujours mal les sex friends. Ouais. Genre, on couche ensemble très froidement et puis en fait, on tombe amoureux. Enfin, il y en a un des deux qui tombe amoureux, voilà. Puis il y a aussi il me semble que c'est un film très connu, Jeu d'enfant, le premier qui tombe amoureux a perdu. Tu vois? Ça, par exemple. Ouais, c'est hyper violent en fait quand tu grandis avec ça. Tu vas vraiment assimiler des mauvais schémas en fait. Et c'est toi en tant qu'adulte qui dois couper ces schémas-là. Donc oui, si tu fréquentes quelqu'un d'un point de vue purement sexuel, moi je pense que ça peut être très sain parce que voilà, parfois t'es focus sur autre chose, t'as pas envie de t'investir et du coup t'as l'honnêteté de le dire. Tu dis voilà, moi là j'ai vraiment envie juste d'avoir un plan cul sympa, etc. Mais dans le mot sex friend, il y a le mot friends et ça c'est important de le rappeler, c'est que c'est important parce que honnêtement, en étant aussi sexologue, personnellement, tu ne peux presque pas prendre vraiment du plaisir. Exactement. Tu vois, sans avoir une petite connexion. Mais bien sûr, ça change totalement le rapport que tu as, l'intimité que tu as avec la personne. Tellement. Tu peux pas, en tout cas, de mon point de vue, ça a l'air d'être quand même compliqué de se lâcher, d'être soi-même Totalement. Dans un rapport avec quelqu'un. Totalement. C'est comme si, je sais pas, t'étais dans une boutique et tu prenais un vendeur et tu couchais avec lui. Tu n'aurais peut-être pas ce plaisir-là de savoir qui elle est cette personne. Enfin, tu vois, c'est vraiment n'importe qui. Et ça, c'est à cause de la société qui dit c'est que du sexe. Ouais, c'est ça. Alors, ça peut être limité à la sexualité, certes. C'est-à-dire que moi, je suis pour, genre vraiment, éclatez-vous. Je trouve que c'est incroyable qu'aujourd'hui, on puisse être libéré à ce point de se dire, moi, j'ai des plans cul, ou j'en ai plusieurs, ou j'en ai un. Je trouve que c'est vraiment, genre, très bien. Ça permet d'explorer sa sexualité pour celles et ceux qui le souhaitent. Chacun fait comme il veut avec sa sexualité. Mais ne traitez pas les gens comme unique fonction sexuelle. Exactement. Et parce que moi, j'ai des amis, j'ai des coachés, et vraiment, c'est très néfaste pour soi-même. C'est-à-dire que tu peux faire la belle, tu peux faire le beau autant que tu veux. Si un mec vient, il couche juste avec toi, il se tire sans t'adresser un mot,
t'es un humain, tu vas d'office avoir un mal-être. Et ça, l'exemple parfait, c'est que moi, même quand je vais dans une boutique et que la vendeuse me dit pas bonjour, et ben ça m'énerve, tu vois. Genre, mais c'est vrai. C'est saoulant, tu vois, que je vienne et que tu me répondes pas ou peu importe. Du coup, tu peux pas me dire que si la vendeuse t'emmerde, et je sais que ça emmerde beaucoup de gens, les gens pas polis qui disent pas bonjour. Eh ben, ne me dis pas que ton plan cul qui rentre chez toi ou toi chez lui dans son intimité et qui ne t'adresse pas plus que 3 mots, ça ne te blesse pas dans le fond. C'est pas parce que tu es une femme et que t'es fragile. Ne vous inquiétez pas, les femmes peuvent totalement avoir des rapports sans lendemain ou sans engagement émotionnel. Mais dans tous les cas, c'est important de considérer l'humain de manière entière. Cette personne, c'est un plan cul, peut t'apprendre des trucs sur ta sexualité. Déjà, si tu communiques pas pendant le sexe, ça ne marche pas, tu vois. Et c'est important. Et si la personne peut t'apprendre des trucs, enfin, vous avez peut-être des intérêts communs, vous pouvez rester amis, c'est totalement ok. Et je pense que ça, tu vois, c'est vraiment important de arrêter de diviser les relations en sérieux et pas sérieux. C'est parce qu'on arrive, enfin, pour moi, c'est pas sérieux ou pas sérieux. La seule manière d'être sérieuse, c'est d'être en couple. Voilà, il y a des états très clairs. Célibataire, en couple. Maintenant, les plans cul, ça fait toujours partie du célibat. Et même si tu fréquentes quelqu'un depuis 6 mois, tant que la personne ne t'a pas dit que vous êtes en couple, tu es célibataire. C'est comme ça. Tout à fait. L'exclusivité ne se demande pas. En fait, tu vois, moi, ça me viendrait jamais à l'idée, je le dis tout le temps, cette phrase, si mes abonnés passent par là, elles vont rire. Ça me viendrait jamais à l'idée de réserver un resto, privatiser un resto sans le payer, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas possible de dire à quelqu'un, on est ensemble, mais sans être ensemble. Non, là, je te dis clairement, tu ne lui plais pas assez pour engager vraiment. Et il y a 2 facteurs, vraiment pour toutes celles qui nous écoutent, pour les relations et ceux qui nous écoutent. Il y a 2 manières pour moi capitales de savoir si quelqu'un s'engage avec toi, en dehors du fait de le dire clairement, l'argent et le temps. C'est-à-dire que on a vraiment remarqué, en tant que love coach, on en parle beaucoup, un homme qui ne paye pas, c'est souvent un homme qui veut pas s'engager. Alors que les femmes, souvent, elles payent beaucoup. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elles veulent prouver, à suite à toute l'influence rap, un peu michetonneuse, enfin, tu connais un peu le délire, qu'elles ne sont pas ça. Du coup, elles payent extrêmement beaucoup, tu vois. Oui, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, tu sais quoi, j'ai une question à te poser. Parce que j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Pour toi, justement, est-ce que tu penses que c'est à l'homme de payer, par exemple, je sais pas, tu vas en date avec un homme, est-ce que pour toi c'est à l'homme de payer ? Parce que de mon point de vue, et je pense que je vais me faire peut-être des ennemis en disant ça, mais pour moi c'est à l'homme de payer. Bah ouais, mais carrément. Et pour ça, je redirige vers le livre qui s'appelle Le prix à payer de Lucille, je sais plus le nom de famille, je suis désolée. Tu vois ? La coach. Oui, du coup c'est Le prix à payer. Alors honnêtement, avec tous les avantages sociétaux que les hommes ont d'un point de vue sentimental, un homme à 40 ans célibataire, c'est sexy. Un homme qui a pas d'enfant, c'est un mec carriériste. Un homme, tout ça, c'est hyper glamourisé chez les hommes. C'est vrai. Nous, en tant que femmes, on a des dépenses sociétales, c'est-à-dire que moi, je le dis de manière honnête, même si je suis coach, même si j'ai confiance en moi, quand j'ai un date, eh ben, je me prépare pendant 2 heures et je suis là et je mets mes petits talons et je me prépare. Et ça me coûte un certain prix. Exactement. Moi, je vais au coiffeur. Mon coiffeur, il me coûte 60 € par mois, tu vois. Je fais mes soins, mes trucs, mes ongles, mon maquillage, parce que la société me l'a imposé. Et aujourd'hui, je suis encore incapable d'aller en date, en tout cas les premiers dates, pas dans une relation, démaquillée, en training, tu vois. Totalement. Et par exemple, moi, je dis souvent que ces avantages-là que les hommes ont, eh ben, ça se paye au date. C'est-à-dire que moi, je le dis, mais moi, très clairement aux hommes, ils le savent très très bien. C'est que moi c'est hors de question que je paye, mais ouais ils le savent de toute façon, genre on en parle avant, tu vois, moi je parle de toutes ces dynamiques là et je dis au mec, enfin pour moi c'est la honte, genre vraiment en fait une femme prend beaucoup de risques, c'est-à-dire qu'une femme elle a le risque de perdre confiance en elle parce que l'amour des hommes est sacralisé de ouf, c'est-à-dire que tu vois il y a toujours ce truc, la femme le bad boy qui a changé par une femme qui arrive dans sa vie, tu vois, ou par exemple quand un homme aime, il aime vraiment, tu vois cette phrase, tu vois genre l'amour de l'homme est tellement sacralisé, donc c'est tellement angoissant pour une femme d'aller en date parce que t'as une question, est-ce qu'il veut juste me ken ou est-ce qu'il m'apprécie vraiment, tu vois. Du coup tu vas aller avec cette question qui te pèse sur les épaules à cause de la société. L'homme se demande pas si tu veux juste le ken ou si t'es sérieuse, tu vois. Donc pour moi ça se paye en argent parce que déjà les femmes sont payées moins que les hommes dans une société patriarcale dans laquelle on est encore aujourd'hui. Donc il y a plein d'avancements hyper cool et on le voit et on le sait, mais il y a plein de trucs qui avancent pas encore énormément, tu vois. Et du coup oui, pour moi c'est aux hommes de payer et moi je le dis genre vraiment que ça soit sur Tinder ou peu importe, je dis quand on parle d'argent, moi j'adore parler d'argent. Parler d'argent et vous savez à qui vous avez affaire.
En plus, moi, je vais aller même très loin et pas grave de faire incendier. Et ben moi, personnellement, en tant que femme, je viens d'une famille modeste, je me suis construite toute seule, c'est-à-dire que j'ai tout créé toute seule. Donc non, je refuse de maintenant baisser mon mode de vie pour un homme. Parce que, et franchement, personnellement, en étant love coach, je le vois, c'est souvent, et je sais pas si tu regardes un peu les émissions, moi j'adore ça le soir, les émissions un peu, tu sais, où les gens viennent témoigner de trucs de ouf dans leur vie, etc. C'est souvent les femmes qui se font arnaquer financièrement avec des crédits et des trucs comme ça. T'as vu le Tinder swindler, voilà. L'arnaqueur de Tinder. Tu vois, parce que les femmes ont besoin de prouver. Donc elles sont à l'aise avec le fait de payer parce qu'elles veulent te prouver qu'elles sont pas là que pour ça. Alors je pense que dans une société évoluée, moi je connais très peu de mes amis même qui sortent avec des hommes pour leur soutirer de l'argent. Il y a aucune d'ailleurs, ça n'existe pas. Mais par contre, le fait de payer, c'est important pour montrer que t'es conscient des avantages que tu as dans la société. Et de deux, je suis désolée, enfin c'est pas gratuit là, tu vois. De vente sur terre. Genre, je suis là, sur des talons qui m'ont coûté 800 balles. J'ai une robe incroyable, j'ai un sac incroyable. Alors, ok, certes, c'est pas ça qui donne ma valeur. J'ai beaucoup plus dans ma tête que dans mon physique. Bien sûr. Mais par contre, la société me l'impose. Et toi, c'est pour ça que t'es aussi attiré par cette femme. Exactement. Tu vois? Donc, je suis désolée, à un moment donné, pour moi, oui, c'est à l'homme de payer. En tout cas, tant que la relation n'est pas avantageuse pour la femme. C'est-à-dire qu'elle devient avantageuse quand tu as assumé, enfin, quand t'as clairement dit que tu voulais être en couple avec moi, quand t'as clairement dit tes besoins, quand t'as été capable, parce qu'on n'oublie pas quand même que les hommes, aussi à cause du patriarcat, ont beaucoup plus de mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Donc, tant que tu n'as pas passé toutes ces étapes et que tu m'as montré que t'étais quelqu'un de fiable, donc même me dire je veux juste un plan cul, c'est fiable, c'est très bien. Je suis d'accord, c'est honnête en fait. C'est parfait, oui, exactement. Ou je veux une relation et que tu t'as investi, là oui, je suis par contre, à partir de ce moment-là, je suis pour payer des cadeaux à mon mec, de l'inviter au resto, il y a aucun problème. Mais tant que c'est pas avantageux pour moi, parce qu'en tant que femme, voilà, hors de question. Alors là, moi je prends même pas ma carte en date, hors de question, je m'en fous. Et je le dis tout le temps en plus. J'adore, j'ai le story time, tu vas pleurer de rire. C'est vrai, vas-y, raconte-nous. Non, il y a pas longtemps, j'étais en date avec un mec, mais tu vas halluciner. C'est un mec de Paris et moi je suis de Bruxelles et du coup le mec vient passer 3 jours chez moi. Donc on s'était rencontrés, on s'était déjà vu plusieurs fois à Paris et bref il y avait vraiment une connexion. Et du coup il me dit bah écoute je vais venir te voir à Bruxelles comme ça on passe plus de X heures ensemble. Donc il vient quand même chez moi, il vient chez moi etc. Donc il vient 3 jours chez moi et il est hyper bien accueilli. Enfin moi je sais accueillir les gens etc. Et du coup premier soir donc on va dans un resto que j'ai réservé déjà, je trouve ça très grave parce que enfin pour moi mais bon je me dis c'est ma ville tu vois donc allez ça se pardonne mais moi j'aime bien les mecs entreprenants tu vois. Ah oui, je suis d'accord avec toi. On va pas commencer à tirer les verres du nez, t'as 30 ans Coco, moi j'accepte plus les tu vois j'ai parfois des copines qui me disent non mais Amal il est pas prêt. Bon mais tu peux pas en fait go faire une thérapie, arrête de me saouler avec t'es pas prêt, genre les hommes ils ont le droit d'être pas prêts quand ils veulent tu vois. Et du coup bref je retourne à ma story time, le mec était en mode ok donc je réserve le resto et on va au resto. Je tiens à préciser que j'étais vraiment incroyable ce soir-là. Bien sûr j'en suis sûre. J'étais vraiment incroyable et genre on va au resto, on mange, c'était super cool et là c'est le moment de payer. Et du coup, moi je reste dehors, genre j'allume une cigarette au moment où il faut payer, tu sais. Ça me regarde pas du tout, genre. Je me dédouane. Et le mec il panique là, vraiment. Non mais il panique. Genre je dis t'as été prendre l'addition parce qu'il fallait payer à l'intérieur. Angoissé le mec, il faisait des allers-retours et tout, genre il est en mode il faut aller payer et tout. Je dis vas-y. J'étais en mode go frère, tu veux que je te dise quoi? Et j'étais en mode et du coup je vois qu'il titube pendant 5 minutes. Attends, tu vois c'est une blague. Non mais c'est pas possible. Ça m'a refroidi de ouf. Et après du coup je me lève parce que je vois que le mec titube de ouf. Et je vais pour payer et là il me fait on fait moite-moite. Oh putain je me date. Non. En plus t'es coincée avec lui pendant 3 jours. Et du coup j'ai dit non ça va je prends tout. Bah ouais là par contre le moite-moite c'est l'étape où je prends tout parce que je comprends. Mais même avec mes amis, je fais pas boîte. Moi non plus. Mais c'est ouf. Je paye, tu payes une fois. Voilà, exactement. Et là, tu vois, je trouvais que c'était vraiment symbolique le fait que tu viennes chez moi. Enfin, déjà, moi, quand je vais chez les gens, tu vois, genre, c'est pas possible. Moi, quand je vais chez les gens, de toute façon, enfin, déjà, il était arrivé les mains vides. Enfin, les hommes. Il est arrivé les mains vides. Ouais. Genre, pas une petite bouteille de vin ou un petit truc. Ça. Il arrivé les mains vides. Ça, c'est pas possible. Et ça, pour moi, c'est des red flags. Pour moi, le message que ça envoie en tant que love coach, c'est je veux pas m'engager. Lui disait le contraire, mais je m'en fous de ce que tu dis, c'est ce que tu fais qui est important. Mais humainement, tu amènes quelque chose. Même, on est d'accord. Mais comment je traduis ça en tant que love coach, c'est
je vais pas m'engager. Donc je vais bien faire attention à pas dépenser plus que nécessaire. Comme ça, je rentre pépère chez moi à Paris en me disant ça m'a quasi rien coûté. Et vous rigolez, mais les hommes, vraiment, moi j'ai parlé avec énormément d'hommes parce que bien sûr quand on est love coach, on s'intéresse. Moi je suis pas en mode les hommes servent à rien. J'ai envie de savoir eux ce qu'ils vivent. Et je te promets que j'ai dû parler avec 300 hommes, vraiment, dans mes entretiens, dans peu importe quand j'écrivais mon livre, qui me disaient moi si la meuf elle me plaît pas ou que je veux pas m'investir ou que je suis pas sûre ou qu'elle me plaît pas énormément, je paye pas. Et ils disent vraiment, ils le disent à tous les coups, ça marche. Et il y a carrément une vidéo que j'ai vue d'un mec qui disait qu'il parlait de féminisme pendant le rendez-vous pour que la meuf paye. Et du coup, le mec, pendant 3 mois, il est parti tous les soirs au resto, il a pas payé. Moi, je te jure. Il y a pas mal de mecs qui utilisent la technique du féminisme. Moi, je dis souvent, justement, comme je suis féministe, je ne paye pas. Non, mais c'est vraiment un truc de fou. En fait, moi, ça m'est arrivé aussi 1 ou 2 fois. Et pour moi, en fait, c'est tellement... Alors, je sais qu'il y a des femmes qui s'en foutent. Ouais, bien sûr. Mais... Moi, de mon côté, alors après, c'est peut-être aussi la façon dont j'ai grandi et tout. Pareil, ouais. Quand tu grandis dans une famille orientale, c'est inimaginable en fait. Impossible. Et en fait, il y a tout de suite ce truc de... Ça te refroidit tout de suite, en fait. Tu vois, Et puis en fait pour moi, et j'ai beaucoup réfléchi à ça, c'est pas seulement le fait que le mec paye, c'est pas juste l'aspect financier, c'est ce que ça signifie, c'est-à-dire je prends les devants, je suis assez stable pour me permettre de t'inviter, j'ai de la stabilité, tu vois, il y a pas ce truc de, tu vois là, le mec dans ton histoire, il était pas serein, et je pense même que, enfin je te rejoins totalement, c'est que ça n'a même rien à voir avec l'argent presque en fait finalement, c'est que finalement, c'est que si j'ai envie de prendre un resto et de le kiffer sans toutes les pressions sociétales, je vais au resto avec ma pote, tu vois. Mais exactement. Je me prends un super gastro avec ma pote, on rigole, on passe une super bonne soirée, je me sens pas victime de la validation masculine, j'ai pas peur d'avoir un truc entre les dents tous les 2 minutes, je suis tranquille, tu vois, et je rentre chez moi et j'ai passé une super soirée avec ma pote et j'invite ma pote avec plaisir. Là, pour moi, c'est exactement comme tu dis, c'est ce que ça signifie. Quand tu payes en tant qu'homme, parce que je te rappelle quand même, dans la société, c'est toi le plus dangereux, parce que c'est toi qui se foutre de ma gueule, enfin tu vois toutes ces histoires là, c'est la société qui le présente comme ça. Et alors je sais très bien qu'il y a des femmes aussi, mais je veux dire dans la société de manière générale, l'homme c'est vraiment le prédateur qui veut que du sexe, tu vois, alors que c'est pas du tout vrai, et moi j'essaie vraiment de casser aussi ce stéréotype là, mais par contre tu vois c'est vraiment le côté, si c'est à toi de payer pour montrer que tu t'investis, et une fois que tu l'as fait, t'inquiète pas que quand on est en couple, moi je suis hyper attentionnée envers les gens que j'aime, mais au début tu dois comprendre que les femmes sont méfiantes, tu vois. Exactement, c'est tout à fait normal, franchement. Ton livre s'intitule « Aimer sainement ». Pour toi, c'est quoi aimer sainement et ça passe par quoi aimer sainement ? Alors, mon livre s'appelle « Aimer sainement », mais il a presque rien à voir avec l'amour, c'est souvent ça, parce que c'est plus les relations amoureuses. C'est une phrase que j'aime bien dire parce que je ne dis pas aux gens comment aimer, je dis aux gens comment construire une relation. C'est-à-dire que l'amour ne se construit pas, l'amour il vient, il est dans une relation, mais par contre la relation se construit. Et c'est pas la relation qui doit l'emporter, c'est pas tu te laisses entraîner dans un truc, tu fais partie de l'équation. C'est à toi aussi de te dire comment je vois cette relation. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Aimer sainement, c'est le fait de laisser toutes les dynamiques toxiques qu'on a abordées, de tu vois, être vraiment dans cette passion, dans ce truc inconstant, vraiment, où là, ta vie, elle va trop vite, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et être plutôt dans quelque chose de constant, de savoir vraiment prendre du recul sur la relation, de se dire, là, ça fait 3 mois qu'on se fréquente. Moi, j'avoue que j'ai besoin de me placer un peu, donc je vais demander à la personne. Mais c'est pas on est quoi, ça sert à rien. C'est de dire à l'autre, écoute, ça fait 3 mois qu'on se fréquente. Parce que quand tu dis on est quoi, le message que tu renvoies, c'est j'ai pas du tout confiance en moi. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Donc dis-moi ce qu'on est, s'il te plaît. Il faut savoir communiquer dans une relation, c'est capital. Écoute, il faut vraiment... Il y a beaucoup de gens qui ont des traumatismes d'exprimer leurs émotions, ce que je comprends totalement. Mais du coup, ne t'engage pas dans une relation parce que tu vas devoir exprimer tes émotions. Fais d'abord une thérapie, prends le temps pour toi, travaille sur toi, et puis demande-toi est-ce que tu es prête ou est prêt à avoir une relation. Ce qui va être capital, c'est de s'exprimer tout le temps au jeu et de demander et toi. Ne parle pas à la place de l'autre. Exemple, moi j'ai l'impression que tu te fous un peu de ma gueule. Non. On est quoi ? Ce qu'il faut vraiment dire pour moi, à votre manière, avec votre personnalité, c'est de dire, écoute, ça fait 3 mois qu'on se fréquente, je t'avoue que moi, en fait, je suis très contente parce que je commence à développer des sentiments. Ne voyez pas les sentiments comme une faiblesse. Voilà, je t'avoue que je commence à avoir des sentiments. Je suis hyper
épanoui du fait de développer des sentiments pour qui tu es. Et je t'avoue que moi, au-delà de là, ce qu'on a vécu, j'ai l'impression qu'on va un peu dans un mur si on level up pas notre relation. Et du coup, moi, je suis prête à engager une relation sérieuse et stable avec toi et toi. Et là, t'as une réponse. Et quand le mec te dit non, mais en fait, moi, ok, j'ai bien reçu ton message, mais je veux pas une relation, mais je veux pas non plus qu'on soit pas en relation, et je veux pas que t'ailles voir d'autres mecs, donc ça me dérange. Les meufs, ce qu'elles entendent, c'est il veut pas que j'aille voir d'autres mecs, il veut que pour lui. Mais c'est incroyable ce que tu dis, c'est exactement ça. Ouais. C'est vraiment, on sélectionne l'information qui nous arrange. Mais exactement. Parce que c'est la validation, tu vois, de se dire, on a tous besoin de validation et c'est normal, c'est pas un truc toxique. On a besoin de validation, on est dans un truc en communauté, en société. Mais la validation masculine en amour, elle est bien particulière. C'est-à-dire que quand le mec te dit, je ne veux pas, en gros, je ne veux pas de toi, mais je veux pas que tu couches avec d'autres mecs ou que tu vois d'autres mecs émotionnellement, il te dit, je ne veux pas te dire clairement, oui, t'es à moi, je veux être avec toi. Déjà, le t'es à moi, voilà. Mais en tout cas, je veux pas m'engager. Mais par contre, je reste quand même un homme, donc je préfère que tu vois personne d'autre. Donc, reste seul. Mais moi, je te promets rien. Donc, c'est un peu comme si t'allais à un entretien d'embauche et qu'on te disait, on veut pas de vous, mais par contre, on vous aime beaucoup, on aimerait que vous restiez chez vous le temps qu'on, peut-être, on a une place pour vous. Moi, si on me dit ça à un entretien d'embauche, je dirais pardon, par contre, au revoir. Genre, c'est quoi cette façon de faire? Genre, on veut pas de vous, mais voilà. Ouais. Et en amitié, on n'accepterait jamais ça. Et toi et moi, Mariam, imagine, je te dis, eh ben, écoute, on est amis, mais je veux pas du tout de toi dans ma vie. Je veux pas du tout célébrer mes réussites avec toi. Je veux pas du tout de toi. Mais par contre, je veux pas que t'aies d'autres amis. Ouais. Tu me dirais, mais Amal, t'es complètement folle. What the fuck, tu vois? Et ben, pourquoi en amour, on l'accepte? En amour, on l'accepte parce que on a besoin de ça. C'est comme je donnais un exemple tout à l'heure en interview, je disais, on dit souvent, quand on n'est pas en couple, on dit je suis seule. Mais t'es pas seule. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Il y a presque ce côté, on se victimise un peu. Ouais, on est je suis seule, j'ai personne ne veut de moi, etc. Faut pas laisser les autres donner ta valeur et surtout pas les relations amoureuses qui sont un domaine tellement compliqué. Il y a tellement de facteurs, le hasard. Ouais. Enfin, tu rencontres quelqu'un, voilà, au hasard. La construction, le courage, le fait de tomber sur quelqu'un qui est aligné avec toi. C'est vraiment des choses qui demandent beaucoup de facteurs. Donc l'amour, et ben oui, c'est vraiment une question aussi de chance et de, ok, est-ce que j'ai assez travaillé pour moi pour construire cette relation? Mais je pense que les femmes, moi, mon message du livre, là, vraiment le message principal, c'est les meufs, prenez le pouvoir de votre vie amoureuse parce que là, en fait, pendant des années, on s'est fait un peu manger par ça, tu vois. Et moi, je pense vraiment qu'il y a vraiment ce truc de, on a vraiment des inégalités émotionnelles dans l'amour, tu vois. Et du coup, je pense que c'est vraiment important que de ce livre, quand je dis aimer sainement, c'est aussi les femmes, reprenez le pouvoir de la relation. Non, vous n'allez pas finir vieille fille parce que vous dites non à ce mec toxique. Et c'est important, prenez toute l'information. Dans une relation saine, on prend toutes les informations et on suranalyse pas, en tout cas analyser oui, mais suranalyser et surtout poser des questions à la personne concernée. Ta pote, elle a beau être ta pote, elle pourra jamais te donner la bonne réponse à 100%. Ça, c'est vrai. Elle va te parler de ses traumas, de son vécu. Ben écoute, moi, mon ex, il m'avait fait pareil, regarde, on est ensemble, c'est son histoire. À quel âge, comment, pourquoi, c'est son histoire. Mais toi, c'est une autre histoire. La seule personne qui peut te répondre, c'est ta fréquentation, ton flirt, ton date, ton partenaire. Donc, pose-lui la question. Et je pense que ça, c'est vraiment capital qu'on remette les choses à leur sens. Franchement, il y a beaucoup de femmes qui ont 30 ans et qui ont vraiment des vies amoureuses de meufs de 16-18 ans. Ouais. Vraiment. Tu penses que c'est dû à quoi, ça? Je pense que c'est vraiment dû à tout ce qu'on a dit, donc la glamourisation des relations toxiques. C'est que moi, j'entends parfois des femmes de 30 ans me dire « Ah ben en fait, il m'a dit qu'il venait à 19h, mais je l'ai attendu jusqu'à minuit. » Mais en fait, je suis totalement d'accord avec toi et je pense qu'on a tendance à beaucoup se manquer de respect en tant que femme dans une relation, mais aussi parce qu'il y a ce côté où presque on va attendre tout le temps de l'autre qui veuille bien nous choisir, qui veuille bien s'engager, qui veuille bien nous respecter. Tellement. Et alors qu'en fait, finalement, si on décide de se respecter nous-mêmes, de mettre nos limites, et puis si la personne, elle honore nos limites et nos besoins, tant mieux. Sinon, oui. Tant pis. Exactement. Ouais. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de charges émotionnelles, je pense. C'est-à-dire que il y a d'un côté la checklist de la société, comme je l'appelle, donc où elles se disent merde, j'ai cet âge-là, il faut que nanani un an. Ouais, ça il faut qu'on en parle aussi parce que l'horloge biologique et le. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça, je pense que vaut mieux être seule à 30 ans que mal accompagnée. Tu vois, genre. Enfin, vraiment, totalement d'accord avec toi. Vaut mieux être seule.
vaut mieux être seul. La vie n'est pas faite que du couple. Et justement, je pense que à tout prix vouloir check la checklist de la société, ça fait qu'on check plus rien et que finalement, en fait, on est malheureux. Donc, je pense que vaut mieux se mettre en couple à 37 ans et être extrêmement heureux dans son couple que se mettre en couple rapidement à 28, 29, 30 pour avant mes 30 ans, il faut que je vive avec le mec ou la meuf. Pour être malheureux. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Et vraiment, moi, je crois beaucoup à tout ce qui va être loi de l'attraction et système de pensée et croyances limitantes. Plus tu te dis je dois être en couple, moins ça t'arrive. Parce qu'en fait, c'est pas un devoir d'être en couple. C'est la peur, en fait. Oui, c'est la peur. Et tout ce qui est guidé par la peur, malheureusement, n'est jamais très bon. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette peur. Derrière, il y a la peur d'être seul, la peur que personne ne m'aime jamais. C'est totalement une idée reçue, une peur qu'il y a. Moi, la question que je pose, j'ai des coachés qui me disent non, mais Amal, tu comprends pas, j'ai 39 ans, là, si j'ai pas d'enfant, c'est foutu. Non, mais tu préfères, et j'ai beaucoup de coachés à qui c'est arrivé, où j'ai déconstruit ça avec elles, où je leur dis, tu préfères avoir un enfant avec un mec chum que tu veux même pas de base parce que t'as peur, ou au pire, ok, ton horloge biologique. Il y a tellement de solutions, quoi. Si tu veux être mère, vaut mieux avoir un enfant dans l'amour et dans la santé. Mais oui, parce que sinon, tu n'es pas seule. C'est-à-dire que l'enfant, il va peut-être grandir avec un père absent et on sait aujourd'hui les impacts de tout ça. Parce que, en fait, le mec, il voulait pas, mais tu t'es dit, il faut que je le fasse. Exactement. Voilà. Donc, et finalement, quand elles changent leur système de pensée, elles se retrouvent peut-être à 40 ans, 42, mais elles reviennent vers moi en me disant, en fait, je suis dans une super relation, on va avoir un enfant, mais je suis vraiment avec cette personne parce que je l'aime et pas parce que j'ai peur. Et je pense que toute décision qui est prise dans la peur est une décision qui ne tient pas dans le temps. Elle s'écroule. Exactement. Elle s'écroule, tu vois ce que je veux dire. Et je parle vraiment de la peur j'ai peur d'être seule, pas la peur de l'excitation, tu vois. Exactement. C'est pas du tout la même chose, tu vois. C'est vraiment la peur de cette société qui va penser, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, etc. Je pense que c'est vraiment important de canaliser tout ça et de se dire je préfère ne pas checker cette liste et être fière de mes choix, être fière de mes trucs et être avec quelqu'un que j'aime vraiment et je suis dans une relation saine parce qu'une relation saine ça apporte tellement d'amour, de bienveillance et de évolution personnelle. Totalement. Alors que la relation toxique elle t'enfonce en fait et tu vois on dit beaucoup oui mais grâce à cette relation t'as appris ça mais en fait t'avais pas besoin de ce trauma pour apprendre ça, enfin tu vois genre il y a plein de choses où on va glamouriser presque les traumas tu vois en se disant mais t'as appris ça, alors certes si tu l'as vécu il est bon d'en tirer des leçons positives mais t'es pas obligé de le subir pour en tirer des leçons. Oui, t'as pas besoin de te mettre dans des postures où tu vas vivre forcément une souffrance. Mais tu vois, je trouve ça intéressant parce que on peut se mettre la pression en se disant mon horloge biologique, etc. J'ai peur d'être seule et tout. Mais finalement, tu vas te mettre avec un homme qui que tu vas peut-être pas forcément réellement aimer, qui va peut-être pas forcément réellement t'aimer. Vous allez faire des enfants ensemble et tu vas te sentir encore plus seule dans cette famille que tu es en train de créer parce que il n'y a pas cette racine sincère de l'amour. Exact. Il y a plutôt une racine de devoir plutôt que de vouloir. Et du coup, c'est pas un désir, c'est une obligation et c'est pas la même chose. Mais oui, c'est comme quand tu vas au boulot, quand tu vas parce que tu kiffes aussi ton taf, etc. Tu fais pas le même trajet que quand t'es obligé, que tu détestes ton taf et que t'es à 2 doigts du burn-out et que c'est pas bien. Tu vois, du coup, t'es dans un chemin de j'ai envie de me préparer, j'ai envie de shine, j'ai envie de faire du sport avant ma journée de taf, j'ai envie, tu sais, t'as vraiment envie de te mettre d'optimiser tes chances de la journée. Et du coup, c'est pareil dans les relations, c'est que quand tu le veux vraiment, t'as vraiment tout se fait facilement, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors certes, dans les relations saines, il y a aussi des disputes, des désaccords, et c'est normal. Mais le truc, c'est que dans les relations saines, quand on a un désaccord, on réajuste notre communication. Alors que dans les relations toxiques, on s'enfonce dans d'autres disputes reliées à la dispute d'avant, tu vois. Ouais, et ça, c'est vraiment important de se dire qu'une relation saine n'est pas parfaite. Il n'existe pas de relation parfaite, il n'existe pas de match à 100%. Mais par contre, c'est vraiment comment on réagit face à cette turbulence, tu vois, de se dire, là, on s'est pris la tête. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'on n'est pas d'accord sur ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel est notre terrain d'entente ? En tout cas, sortir avec quelqu'un, c'est des terrains d'entente. Et c'est pour ça qu'il y a les red flags, les green flags, mais il y a les orange flags. Et ça, c'est important de les mettre en avant parce que parfois, le rouge n'est pas rouge, peut être orange, parce que personne ne rentrera dans tous tes green flags. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'avoir une liste de non négociables. Ce qui, tu sais, qui te rendrait vraiment malheureuse, tu vois. Voilà, c'est des trucs où tu te dis, moi, ça me rend vraiment malheureuse. Et ça, c'est à toi aussi d'être réaliste, de te dire, le 100% n'existe pas. Mais par contre, le 100% relationnel existe. C'est-à-dire que la personne à 100% comme tu veux n'existe pas parce que il n'existe pas une copie de toi, de ce que tu as dans ta tête. La personne va arriver avec son bagage traumatique et émotionnel. Mais par contre, tu peux créer une 100%
50% relation. 50% de toi, 50% de moi, qui donne une dynamique relationnelle. C'est comme la communication, je dis souvent, t'as ta manière de communiquer, ta partenaire a le sien, et c'est à vous de créer maintenant une nouvelle façon de communiquer qui vous appartient à tous les deux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui le vendredi soir, il veut dormir, et l'autre il veut faire la fête jusqu'à 6h du mat, et ben on va boire un verre. Comme ça, voilà, on rend les deux tout à fait heureux. Donc l'autre n'est pas ton 100% parce qu'il est trop casanier, mais ta relation elle est 100% parce que vous faites un peu des deux. Et ça c'est vraiment important. C'est que oui, on fait des compromis, mais on le fait dans la santé relationnelle et l'équilibre. Ce vendredi on fait comme tu veux, mais le vendredi prochain on fera comme moi je veux. Et ça c'est vraiment important de se dire que c'est pour ça que les relations sont belles quand elles sont saines, parce que on arrive à trouver toujours notre équilibre, de se dire en fait là la personne ça se passe tellement bien, on est tellement dans une santé relationnelle que je comprends son besoin. Et dans les relations saines on peut même se dire c'est quoi, toi reste dormir à la maison et moi je vais aller rejoindre mes potes, et voilà, parce que c'est ça les relations saines, c'est qu'on a une vie à côté de notre couple. Et en fait il y a tellement de choses hyper cool dans une relation saine qu'elle devient plus du tout le fardeau dramatique de pleurer, d'être mal, de souffrir. On n'est plus du tout dans la recherche de ça. Et ça, c'est là où je dis les femmes de 30 ans ont parfois des relations de 16 ans. Notamment, je te donnais l'exemple, elles se retrouvent à attendre le mec 6 heures chez elles, et elles sont là, et ça arrive à tellement de femmes de se dire on a rendez-vous à 19h chez moi, il est minuit, il est toujours pas là, pas de nouvelles. Ça, c'est un manque de respect en tant que personne avant tout, et parce que moi, ça me viendrait jamais à l'idée déjà de le faire à n'importe qui. Et de deux, dans la relation, tu vois bien qu'il n'est pas du tout engagé. Donc il peut arriver avec la meilleure excuse du monde, quand on veut, on peut, et on le sait très bien. Parce que nous-mêmes, on a eu des gens derrière nous qu'on n'aimait pas trop, et qu'eux ils nous aimaient beaucoup, et on faisait aussi des trucs qu'on était un peu hésitants en mode qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que je fais. Mais tu t'es déjà vu quand tu kiffes quelqu'un comment tu donnes tout pour vraiment le voir, etc. Si toi tu peux le faire, l'autre peut le faire, c'est tout évident. Sauf s'il l'exprime clairement en disant qu'il passe une période compliquée, où il est un peu débordé et qu'il s'excuse s'il est pas très présent. Mais c'est extrêmement important aussi de se fier à son intuition, parce que ton intuition c'est aussi ça exprime certes ton intuition, mais aussi comment tu te sens dans la relation. Si t'es obligé de demander à l'autre si tout va bien, si tu lui plais vraiment, c'est que tu n'es pas dans une sécurité. Et ça, pour moi, c'est la définition même d'aimer sainement, c'est je suis en sécurité avec toi. Je suis vraiment totalement dans un truc sain. Voilà, c'est vraiment dans le sens où j'ai pas besoin de te demander tout le temps si tu m'aimes. Tu vois, tu m'aimes, on glamourise beaucoup ça, tu m'aimes combien de 1 à 10, tu m'aimes plus moi ou ton ex, c'est de l'insécurité. C'est que soit ça vient de toi, t'es pas assez dans un truc sain, soit l'autre ne te reconforte pas du tout. Et c'est son rôle aussi, comme toi, c'est ton rôle. Donc oui, un couple c'est pas 50-50, parfois c'est 70 et 30 de l'autre côté, on doit rééquilibrer à chaque fois, et ça c'est important de le savoir, c'est que dans une relation saine on fait tout pour que l'autre se sente bien, et on fait tout pour qu'on se sente bien aussi. Alors ce mec là qui ne se pointe pas chez toi et qui te donne pas de nouvelles, il fait rien pour que tu te sentes bien, mais par contre il pense à lui, et là il a pas envie, donc il a même pas envie de t'envoyer un message. Et je pense que c'est important de se dire que, et j'entends souvent mes copines me dire ouais mais il avait plus de batterie, mais toi quand t'aimes bien ce mec tu cours chercher un chargeur pour pouvoir lui écrire, donc si t'arrives à le faire, il peut le faire. Tu n'as rien de plus que lui. Tout à fait. Tu vois ? Tout à fait. Et puis je pense qu'il y a un moment donné où il faut aussi arrêter de trouver des excuses pour le manque de respect. Tellement. Et puis se dire, en fait, c'est ma responsabilité de mettre des limites. Totalement. Et de pas accepter de me faire traiter comme ça, parce que un truc que je dis souvent, c'est qu'on donne l'exemple aux autres, on montre aux autres ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas. Exact. Si t'attends chez toi jusqu'à minuit, et franchement, je dis ça sans aucun jugement, parce que c'est arrivé à plein d'entre nous. Moi, ça m'est déjà arrivé. Pareil, on parle en ayant aussi vécu des trucs pas cool, tu vois. Exactement. Mais c'est pour ça qu'on peut se dire, en fait, c'est qu'à un certain niveau, inconsciemment on pense qu'on mérite ça, tu vois. Ah bah oui, mais tellement, tu vois, on se dit qu'on vaut pas mieux, on se dit que on a de la chance que quelqu'un s'intéresse à nous. Exactement. Et du coup c'est pas grave si on doit attendre. Et bien sûr le but c'est pas de dire nous on est les femmes parfaites. Je pense que si aujourd'hui moi je prends la parole sur l'amour, c'est parce que moi-même j'ai eu des dynamiques qui étaient pas saines au niveau de l'amour, et que j'ai eu vraiment, je pèse mes mots, le courage de les remettre en question, parce que oui, quand t'as le courage de poser tes limites, tu dates moins, et les conversations vont plus vite s'arrêter. C'est-à-dire que avant, par exemple, moi je le dis, moi je travaille, je veux un mec qui travaille, ça c'est hors de question. Et quand je parle à quelqu'un et qui me dit ah non moi je suis pas trop taf, etc., non, ça me refroidit, donc j'arrête la conversation. Ça fait 3 messages. Dans le passé j'aurais peut-être continué à explorer, mais je sais que ça va me rendre malheureuse, parce que je l'ai essayé. Je suis sortie avec quelqu'un qui était pas aussi motivé que moi, après pas aussi que moi parce que moi je suis vraiment très très motivée, mais en tout cas quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui était pas du tout motivé, ça m'a rendue très malheureuse. C'est-à-dire que j'avais l'impression que je ressentais plus rien pour la personne à part de l'habitude,
et j'étais en mode ok, bah là il me rend un peu malheureuse parce qu'il est pas aussi motivé que moi, il me motive pas, il est vraiment inutile là dans le cadre de ma vie, et c'est pas grave. Il y a quelqu'un d'autre qui trouve que c'est totalement ok de pas travailler. Enfin tu vois, on a tous des besoins différents, mais moi quand tu veux être dans des relations saines et que tu es saine envers toi-même, alors oui, clairement tu vas dater moins parce que tu sauras tout de suite si ça va le faire ou pas. Tu vas être en mode bon là par contre ce qu'il m'a dit là, je sais que ça passera pas, j'ai déjà connu ça. Tu vas moins fermer les yeux, c'est-à-dire que c'est pas que tu vas être en mode oh non lui c'est bon, tu vas justement il y a aussi cette dualité où j'ai pas peur de me tromper aujourd'hui, tu vois. Je sais que si demain je date un mec et je me trompe, comme la story time de tout à l'heure, je sais qu'aujourd'hui je suis une femme de 27 ans qui a le courage de dire notre week-end c'était très sympa mais on va en rester là parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas aligné, et c'est pas grave. Et je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de pensées limitantes et du coup ils sont en mode mais tu vas finir seule si tu continues comme ça. Franchement je préfère ça qu'avec quelqu'un où je suis pas heureuse, quoi. C'est vraiment, ça choque beaucoup de monde, mais moi c'est vraiment vrai. Et pour avoir eu des relations saines aussi, parce que saines, bah, ça peut s'arrêter aussi, mais pour avoir eu des relations saines, et ben c'est des relations qui apportent énormément, et on n'a pas du tout peur de finir seul à ce moment-là. On se dit que la relation est saine mais elle peut se terminer, ça ne dit rien sur la durée, donc aucune personne peut te garantir que c'est à vie. Tout à fait, c'est très vrai. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que peut-être que finalement, à partir du moment où on s'aime suffisamment et on aime passer du temps avec nous-mêmes, on va choisir nos relations différemment, on va construire nos relations différemment, et donc on aura beaucoup moins cette peur de se retrouver seul parce que on appréciera notre présence suffisamment pour savoir qu'on va choisir intentionnellement notre partenaire plutôt que par peur et ensuite... Tellement. Et je finirais par dire qu'en fait, quand on sait, comme on dit en anglais, quand on sait ce qu'on apporte sur la table, on n'a plus peur de s'asseoir tout seul à la table, tu vois. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler. C'est que, c'est-à-dire, si moi, je me suis construit, et quand je dis travailler dur, c'est pas que professionnellement. Moi, personnellement, j'ai travaillé dur pour me construire en tant que personne aussi, tu vois. C'est-à-dire que, pour moi, le développement personnel, c'est pas du dev perso, voilà, Instagram, c'est vraiment, moi, j'ai envie d'être une bonne personne, j'ai envie d'être une personne qui apporte quelque chose aux autres, j'ai envie d'être le genre de personne qui se pardonne, qui pardonne aux autres, j'ai envie d'être le genre de personne qui sait vraiment reconforter les autres en étant honnête. J'ai envie d'être quelqu'un qui apporte quelque chose aux gens qui m'entourent, même dans le cadre privé. Donc quand je dis travailler dur, je parle de profession, mais je parle aussi de personne. Parce que pour moi, c'est les deux choses qui m'animent dans la vie, c'est de travailler professionnellement et réaliser mes rêves, mais aussi d'être une bonne personne et de m'améliorer tous les jours, tu vois. Et je sais que ça, c'est des choses, par exemple, autant je dis je pourrais pas dater un mec qui taffe pas, qui est là un peu glandeur et tout, no way, mais je pourrais pas non plus un mec qui travaille pas sur lui-même. Tout à fait. Je peux pas te réexpliquer les bases, tu as 30 ans, tu vois, c'est important de le rappeler, tu vois, c'est que ce n'est pas ma responsabilité. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le rappeler, c'est que on travaille aussi en tant que personne. Du coup, si à 30 ans, tu dates des mecs qui ils te donnent l'impression d'avoir 16 ans, c'est qu'ils sont pas évolués et que toi, tu ne te pousses pas assez aussi dans ton évolution. C'est que demande-toi vraiment, liste les situations dans lesquelles tu étais entre tes 16 et 20 ans et lis celles que tu t'es retrouvée dans les 2 dernières années. S'il y a trop de similarités, tu sais qu'il y a un problème parce que tu n'es plus la même personne. Mais même si tu as évolué, tu continues à accepter des choses qui appartiennent au passé parce que tu as peur de l'abandonner, ce passé. Tu sais qu'à partir du moment où tu diras je veux plus de mecs comme ça dans ma vie, je veux plus de meufs comme ça dans ma vie, tu sais que tu as plus de chances d'être seule, mais à ce moment-là tu sais ce que tu as apporté à la table. Donc si moi j'apporte des ambitions, de l'évolution personnelle en tant que personne, si j'apporte vraiment un truc sur la table, pourquoi je vais m'asseoir à la même table qu'un homme qui me dit à 35 ans j'ai peur de pas être prêt à m'engager, tu vois, genre bonne chance, bonne route. Parce que quand quelqu'un vous dit je suis pas prêt à m'engager, il y a 2% de chances qu'il change d'avis, et ça il faut bien le dire. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit quelque chose, remercie-le de son courage de te l'avoir dit, parce que il aurait pu te faire perdre un peu de temps et un peu d'outfit et des brushings pour rien. Mais remercie la personne de te dire ça, mais ne te mets jamais à la place de l'autre en te disant, genre dans le sens il m'a dit qu'il était pas prêt, mais bon, les hommes ils disent ça, après il tombe amoureux, je vais le faire changer, etc. Quelqu'un te dit ça, respecte ses limites. Ça c'est capital. Et si la personne, tu lui plais assez pour se dire je prends le risque de m'engager, ok, mais laisse-le faire ses propres choix. Il y a beaucoup de femmes, tu sais, quand je vois des divorces et des séparations, quand on revient, moi j'adore revenir en arrière dans le début de la relation, elles vont forcer la main, tu vois, sur beaucoup de choses. Quand je parle avec mes coachés ou ma communauté des divorces, parce que les divorces, il n'y a rien de plus précieux pour comprendre ce qui ne marche pas dans les relations, c'est capital. Parfois on divorce parce que bon, c'était cool, mais on en arrête là, notre chemin est terminé, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, mais c'est extrêmement important de demander quand on est en train de construire sa vie amoureuse,
demandez à vos copines pourquoi elles se sont séparées, de vous expliquer. Ça va vous permettre d'évoluer. Tu vois, moi, j'adore écouter. Écouter, c'est un art. Ouais, c'est un art, c'est pas facile. C'est extrêmement important. Et ben, du coup, quand je parle, il y a un truc que je vois très souvent quand j'ai des coachés qui viennent en me disant, voilà, je me suis séparée il y a 1 an et là, je suis prête à reconstruire quelque chose. Et on revoit le background de la relation, on en parle. Ah ben, quand on a emménagé ensemble, voilà, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivée chez lui et je lui ai dit, c'est bon, j'ai donné mon préavis, tu vois. Waouh. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Il y a beaucoup de ah ben voilà, j'ai donné mon préavis, donc go. Et du coup le mec est en mode ah trop bien, on en a parlé une fois au Disney genre la semaine dernière. Et tu vois ça. Et en fait c'est parce qu'il y a cette urgence, il y a cet état d'urgence chez beaucoup de femmes qui fait que voilà, on se lance, on prend les décisions à la place de l'autre. Et par exemple, on va vraiment en fait imposer des steps dans la relation. On va imposer des steps et du coup comme on impose des steps, l'autre il suit la relation, parce que ça arrive aussi aux hommes et aux femmes des deux côtés. Ne tombe jamais dans le piège de suivre la relation. Tu fais partie de la relation, donc si tu dois dire je suis désolée pour ton préavis mais tu vas rappeler ta propriétaire, no way, il faut le faire. Ça peut blesser l'autre mais tu lui évites justement encore plus de souffrance derrière. Exactement. Totalement, je suis totalement d'accord. Il y a un sujet donc dont j'aimerais qu'on parle, sachant que t'es sexologue aussi. Donc j'aimerais bien te poser la question, on se pose souvent la question dans un couple, à quel point la sexualité c'est quelque chose d'important. Pour toi, est-ce que c'est vraiment un pilier important du couple, la sexualité ? Si on parle de sexualité de manière générale, oui. Mais attention, je parle pas de uniquement pénétration dans le lit, etc. Ça, c'est une sexualité banale. La sexualité est importante dans un couple quand elle prend forme sur plusieurs manières. La cuisine, la douche ensemble, être à l'aise avec la nudité de l'autre, la sienne, le fait de partager un film, c'est de la sexualité. Et ça, on s'en rend pas toujours compte. Et comme il y a beaucoup de gens qui ont vraiment cette image de sexualité égale pénétration, ce qui est déjà très faux, on a l'impression que du coup leur sexualité est extrêmement réduite, alors que la sexualité prend forme dans plein d'activités. C'est ce qu'on appelle l'énergie sexuelle, et du coup ça te drive sur plein de choses, tu vois. Mais c'est vraiment important par exemple, moi je donne beaucoup de conseils aux couples qui m'entourent. Ils sont là, bon, le lundi, enfin, genre, ils me disent, voilà, on a une baisse de libido, voilà. Et ils me disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je leur dis, faites le test. Tous les soirs, vous cuisinez ensemble. Genre, vraiment ensemble. Et vraiment, genre, ils me disent, ouais, en fait, ça a réveillé un truc parce que c'est stimulant. La sexualité, enfin, l'énergie sexuelle se retrouve dans plein de trucs. Et pas uniquement dans un lit. Déjà, bon, il faut pas faire l'amour que dans un lit, il faut tester d'autres coins de la maison, mais c'est surtout, les gens sont obsédés par la pénétration. C'est ce qu'on appelle vraiment on est dans une société pénétrocentrée, on appelle ça. Donc les gens sont obsédés par ça. Du coup, ils prennent jamais le temps, par exemple, ton mec te fait un cuni devant la télé et puis ça s'arrête là. Et toi, tu lui fais aussi du sexe oral. Tu vois, c'est vraiment, on cherche pas à développer les sensations dans un couple. On s'arrête on est dans un lit et puis on fait une pénétration et voilà, on a fait l'amour. Là, vous n'avez pas fait l'amour. Vous avez fait un acte sexuel. Vous n'êtes pas connecté. Cette distinction. Exactement. On n'a pas fait de connexion et souvent, je dis au couple, connectez-vous à d'autres activités. Parce que quand il y a des soucis de libido dans un couple, on va tellement se focaliser sur le sexe que ça marche encore moins parce qu'on est obsédé par ça. Alors que se focaliser sur d'autres activités qui stimulent la libido, par exemple, faire du sport, ça stimule énormément la libido. Aller se balader en pleine nature, faire des câlins des arbres, moi j'adore ça. Vraiment se reconnecter à son partenaire de manière habillée. Par exemple, vraiment se mettre sur son partenaire ou se faire un câlin qui dure longtemps ou un baiser qui dure longtemps. Dans un couple, on arrête de s'embrasser à fur et à mesure, on se fait vraiment des bisous. Embrasser, vraiment embrasser, c'est extrêmement important. Donc je pense que la sexualité, elle est importante quand on parle de la sexualité dont je parle, c'est-à-dire de manière globale. Est-ce que vous prenez des douches ensemble? Est-ce que vous vous amusez comme des enfants ensemble aussi? C'est hyper important. Dans le même couple d'amis que j'ai en tête à qui j'ai dit de cuisiner, la semaine d'après, je leur ai dit d'acheter des carnets de coloriage et de colorier ensemble. Et franchement, ça les a plus aidés que des mois de thérapie, etc. Parce que la thérapie a boosté l'accueil, mais ils me disaient en fait ça aide de ouf parce que le fait de se stimuler, de se connecter, et ben en fait c'est beaucoup plus sexuel limite que la pénétration. Et du coup, ça c'est vraiment important de quand vous êtes en couple ou que vous débutez une relation, au début c'est normal, on fait que s'envoyer en l'air, on découvre, on a tout le temps envie de faire l'amour et tout, c'est ok. Mais c'est parce que voilà, on est vraiment dans une découverte. On veut savoir comment l'autre est dans la sexualité. Mais une fois que le couple est bien installé, et c'est ce qu'on adore, la routine est parfaite, c'est nécessaire une routine, c'est pas du tout négatif. Moi, parce que j'adore mes routines, tu sais, moi aussi, franchement, on en a besoin.
a tellement besoin pour l'équilibre. Et je pense que les gens qui, comme toi et moi, ont une routine, moi j'adore les routines, c'est parce qu'on a vraiment fait un travail sur nous-mêmes. On n'a pas besoin de se surprendre tous les jours, tu vois. Exactement. Genre, moi je suis là, je bois quoi ce matin? Un matcha au lait d'avoine comme tous les matins. Mais j'adore ça parce que je suis tellement à l'aise avec moi-même que répéter des trucs, ça me fait kiffer parce que je suis différente tous les jours, donc je les fais de manière différente, tu vois. C'est bénéfique totalement. Ah, tellement. Sûr. Et le sexe, c'est pareil, c'est que il faut vraiment aller stimuler ça dans un autre truc. Tu vois, par exemple, moi j'adore plein de sports, mais je pourrais pas faire une semaine entière que de pilates, tu vois. Sûr. J'ai besoin de faire des sports qui m'amusent aussi, ou par exemple, je vais aller marcher, tu vois, je vais aller marcher pendant 1 heure, et pour moi c'est mon sport, et je vais me dire, trop bien, là j'ai vraiment marché pour moi, sans destination, tu vois, j'ai vraiment marché pour moi. C'est une autre manière, du coup, quand je vais retourner au pilates jeudi, je vais me dire, oh, trop bien, ça m'a manqué, ou genre, j'ai développé un autre truc. Aussi, exactement. Une question que j'ai pour toi et qui va certainement être amenée à faire débattre beaucoup de personnes, c'est pour toi, est-ce que la sexualité elle est différente chez l'homme et chez la femme? En gros, est-ce qu'un homme va appréhender le sexe différemment d'une femme? Parce qu'on dit par exemple que les hommes sont pas forcément attachés à l'acte sexuel émotionnellement. On a beaucoup plus tendance à dire qu'une femme qui va avoir un rapport sexuel va s'attacher à la personne. Pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre la façon dont on... Oui, je pense que oui. Je pense que déjà d'un point de vue social, la sexualité n'est pas de la même manière perçue pour les femmes et pour les hommes. Donc on va pas du tout avoir le même jugement, la même pensée quand on parle de sexualité avec une femme et un homme. Donc c'est déjà socialement, clairement oui. Et puis il y a aussi ce qu'il faut pas oublier, c'est que pour les hommes, la sexualité c'est un moyen d'appartenir à un groupe. C'est-à-dire que très jeunes, ils parlent beaucoup de leur zizi, tu vois, il y a vraiment une connexion, il y a vraiment un truc qui se crée avec leur pénis, tu vois, tout le temps. J'ai jamais entendu, en étant à l'école, très jeune, une fille dire « Ah oui, je me masturbe », mais par contre, j'ai entendu des mecs parler de leur pénis, de branler, de leur branlette. C'est la première fois que quelqu'un dit ça, et je trouve ça super vrai. C'est vrai. Les mecs parlent beaucoup de leur zizi, donc ils ont vraiment une connexion à ça, et ça leur permet d'appartenir à un groupe. Ouais, c'est vrai. Ça leur permet de avoir vraiment le mâle, tu vois, etc. Moi, je trouve que la sexualité, c'est quelque chose qui n'est pas la même pour les hommes et pour les femmes pour plusieurs raisons. Socialement, construction sociale, et aussi, il y a ce côté violent dans la sexualité, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup mes besoins, enfin, j'ai pas du tout du mal à la sexualité, je suis pas une calculatrice, troisième date, première date, mais par contre, d'abord, avant, pour moi, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place et qui pour moi est extrêmement important, je veux évaluer la maturité sexuelle de la personne. Parce que... Comment tu fais ça? Tu vois, par exemple, moi, ce qui me choque et que je trouve vraiment pas normal, quand au lieu de dire faire l'amour ou même s'envoyer en l'air, ok, ou moment intime, peu importe, quand on écoute des chansons de rap ou quand on entend les mecs parler, c'est violent, le tringler, étouffer, enfin c'est vraiment genre, il y a vraiment cette domination, tu vois, de tringler, etc., etc. Et je pense que c'est vraiment important de parler de cul et de demander comment l'autre vit le cul, c'est quoi qu'il aime bien, c'est quoi qu'il aime pas, c'était quoi sa meilleure expérience sexuelle et pourquoi, surtout c'est une question intéressante ça. Ah oui, de demander vraiment pourquoi c'était ta meilleure expérience, comment était ta première fois, pourquoi tu l'as faite. Quelqu'un de conscient va peut-être te dire en fait je l'ai faite très tôt mais parce que mes potes me poussaient à le faire, et du coup tu vois, paf, la personne elle est connectée à elle-même. Ou bien il va dire moi j'ai attendu d'être amoureux parce que c'est important, ok. Ou bien la personne va être en mode je sais même plus, déconnecté un peu de sa sexualité. Tu n'y as jamais pensé, c'est pas normal, tu vois. J'avoue, hyper important d'évaluer. Moi je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, je calcule pas spécifiquement, enfin moi je m'écoute, quand j'ai envie de coucher avec quelqu'un je couche avec la personne, mais par contre en tant que femme il faut se protéger de cette violence de tringler, enfin en fait on n'a pas de mal avec le sexe violent, genre enfin c'est très bien, tu vois, genre c'est bien quand il y a des gens, ils ont des goûts un peu plus intenses, un peu étranglés, les cheveux, enfin toujours demander à la personne avant si elle aime bien ou pas, mais ça c'est ok, il y a pas de problème, ce genre de sexualité là c'est très bien même, mais par contre il y a vraiment ce côté où pourquoi il aime faire ça. Moi c'est ça qui m'intéresse, parce que il aime le sexe comme ça, il aime bien un peu cette domination qui est très intéressante dans la sexualité, mais est-ce qu'il le fait pour ça ou est-ce qu'il le fait encore comme l'enfant de 16 ans qui va appartenir à un groupe, tu vois. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. On va repartir sur un j'adore j'adore, c'est super intéressant, et ça c'est pour moi capital. Ouais, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un lien entre ce besoin ou peut-être
peut-être un lien d'ego avec la sexualité ou peut-être même que la personne n'est pas totalement elle-même dans le rapport sexuel. Mais c'est vrai que ça, c'est... Il faut une analyse, pour moi, sexuelle de la personne avant de coucher avec elle, parce que c'est important de savoir avec qui, comment tu vas te sentir. Parce qu'il y a tellement de manque de self-care après les rapports. On le voit, il y a une très grosse chute hormonale après les rapports. Et il y a très peu de personnes adultes qui sont éduquées au self-care après la sexualité, tu vois. Et c'est important. On va pas choisir d'être mal, tu vois. On préfère en parler avant. Et c'est important, je pense. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, j'aimerais bien qu'on termine ce podcast avec une question pour les personnes qui nous écoutent. Si tu avais un seul conseil à donner à ceux et celles qui nous écoutent pour apprendre à aimer plus sainement, qu'est-ce que ce serait ? Bonne question. Je dirais de ne pas tomber love d'un potentiel. Oh, vraiment. J'adore. De pas tomber amoureuse d'un potentiel relationnel qui n'existe pas. Je comprends que tu projettes des choses, mais reviens toujours, prends toujours du recul, écris, raconte tes dates dans un carnet de l'amour, je l'appelle. J'adore écris, tu vois, maintiens un carnet de l'amour pour voir ton évolution dans les dates, dans comment tu vois la personne, genre même quand un petit truc te perturbe dans le date, note-le, comme ça tu pourras revenir dessus, parce que y a la mémoire sélective et on oublie des trucs, mais vraiment ne tombe pas et ne kiffe pas un potentiel. Alors peut-être que t'es quelqu'un de très bien et très bon, et moi aussi ça m'a perturbé toute ma vie. Je vois beaucoup le potentiel des gens, genre vraiment, j'ai vraiment ce truc en me disant putain mais cette meuf pourrait faire ça, et du coup en amitié c'est trop bien, parce que du coup je suis tout le temps en mode mais fais un post sur ça mes potes, ou fais ça, écris un livre sur ça, donc ça c'est cool. Mais par contre en amour ça n'a pas lieu d'être. Tu n'es pas là pour tomber amoureuse et construire une relation avec un fantasme dans ta tête. C'est vraiment important de revenir sur terre et se dire qu'est-ce que cette personne est vraiment. Parce que même si toi, t'as envie de tomber amoureuse du potentiel, la personne ne mérite pas qu'on tombe amoureuse de ce qu'elle n'est pas, de ce que tu t'es inventé. Donc, permets-lui de découvrir quelqu'un qui va vraiment l'aimer pour ce qu'il est. Donc, c'est vraiment important de ne pas se fier à ce potentiel-là et ne pas fantasmer sur des trucs, sur des dits, des non-dits. Vraiment, rester sur terre. Et je dirais aussi, ne tombez pas dans le piège qui a beaucoup circulé pendant des années de se dire le cœur a ses raisons que le cerveau ne comprend pas. Le cœur et le cerveau travaillent ensemble. Vous êtes des humains, des humaines. Et vous avez ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle qui est genre capitale. S'il vous plaît, prenez le temps c'est pas normal de sortir avec quelqu'un en se disant mon cœur il me dit oui mais mon cerveau me dit non. C'est tellement malsain. Genre ton cerveau t'envoie des alertes mais bon ton cœur te dit oui donc ça passe. Ou bien les relations un peu pansement. Mon cerveau me dit oui mais mon cœur me dit non. Ne tombe pas dans ça. Ton cœur et ton cerveau doivent être alignés. Il y en a pas un qui a plus raison que l'autre. C'est juste pas normal de sortir avec quelqu'un que ton cœur te dit oui mais ton cerveau est en mode non on va être malheureux mais t'y vas quand même, et l'inverse non plus. Donc c'est vraiment vraiment important de revenir sur ça et de se dire moi je veux une relation où mon cœur et mon cerveau me disent tous les deux oui ou tous les deux non, mais du coup j'arrête. Mais c'est important de ne pas tomber dans ce piège qu'on a vendu, et cette phrase a tellement tourné, le cœur a ses raisons que la raison ignore, voilà c'est celle-là. Ça va pas, parce que du coup on tombe vraiment dans un cœur vs cerveau qu'on nous vend depuis des années. Il y a même plein de photos de même sur Insta etc où on voit le cœur vs le cerveau, et ça c'est un piège des relations toxiques, c'est qu'on se dit moi je suis quelqu'un qui choisit avec mon cœur, oui mais tu as ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, donc profites-en, tu vois. Je suis totalement d'accord. Franchement, j'ai adoré parler avec toi. Vraiment, c'était incroyable. Franchement, on aurait pu continuer. On peut parler pendant des heures, toi et moi. Vraiment, non, mais là, mais vraiment, pour tous ceux et celles... J'ai oublié le micro. C'est pas grave. Non, mais j'ai oublié qu'il y avait un micro entre toi et moi. C'est vrai. Tu sais, j'étais en mode limite, on est dans un café. Mais moi aussi. Non, mais j'ai adoré. C'était trop intéressant. Franchement, j'encourage tout le monde à te suivre. Ton compte Instagram, c'est Amal Tahir, AMALTAHIR. Et t'es sur TikTok aussi, je crois. Ouais, c'est ça, le même nom. Suivez Amal, que ce soit sur TikTok, Instagram, et achetez son livre, il est incroyable. Très bien. Il va vraiment vous aider. Franchement, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi pour l'accueil, c'était génial de discuter avec toi. Vraiment, et why not une demi-heure podcast. Ah ouais, là, on en a plein à faire là. Why not un podcast à deux, bref, que tu sais, on avait grave. Ah mais j'ai adoré. C'était trop bien. Franchement, parfait. Merci beaucoup. Merci.